Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Je vous fais découvrir cette fois-ci un livre qui vous fait voyager dans des histoires réelles de disparition d'individus. Parfois relevant du paranormal, l'auteur du livre Lionel Camille a fait ses propres théories sur 20 faits effrayants et mystérieux. À votre tour d'écouter et de vous faire vos propres opinions. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Les équipes de Search and Rescue, SAR, ou Recherche et Sauvetage, sont constituées de bénévoles qui ne peuvent continuer à chercher éternellement les disparus. Ils aident les secours sur leur temps libre et ont une vie à côté. Enfin, quand une enquête est ouverte, il faut bien avouer que les officiers de police sont moins motivés à résoudre les affaires de disparition que les crimes, vu qu'en l'absence d'indices, les scénarios possibles sont multiples. On a coutume de dire que lorsqu'une personne disparaît, les premières 48 heures sont cruciales. Dans le cas d'un enfant en bas âge, ce sont les toutes premières heures. Et c'est vrai. Passé une semaine de recherche, les dossiers de disparition dans la nature ont toutes les chances de perdre l'attention des médias et de prendre la poussière dans une armoire de la police locale. Maintenant, passons aux histoires. Et n'oubliez pas qu'elles sont authentiques. Cas numéro 1. Owen Parfitt, Angleterre, 1768. Les faits. Nous sommes en 1699 à Shepton Mallet, une ville du Somerset dans le sud-ouest de l'Angleterre. Owen Parfitt naît dans une famille de tailleurs. Il a une sœur prénommée Mary, âgée de 15 ans de plus que lui. Le destin d'Owen est tout tracé, il sera tailleur. Dès son plus jeune âge, son père le prend en apprentissage dans l'objectif qu'il reprenne le commerce familial, mais Owen a un tempérament turbulent. Il déteste rester assis à coudre pendant des heures, et un jour il disparaît. Selon toute apparence, le fils des Parfitt a décidé de fuir la vie qui lui était promise. Il se murmure qu'Owen se serait engagé dans l'armée du roi. Seulement, on n'est sûr de rien. Les décennies passent. Owen ne donne plus de ses nouvelles, et monsieur et madame Parfitt meurent sans avoir revu leur fils. Orpheline, leur fille Mary reprend le commerce familial à Shepton Mallet. Il y a bien longtemps que le fils rebelle des Parfitt a sombré dans l'oubli, quand, un jour de l'année 1768, il revient dans sa ville natale. Owen a bien changé. C'est maintenant un vieil homme de 70 ans presque infirme. Pas étonnant. Selon ses dires, il a vécu une vie aventureuse. Il a combattu en Amérique et en Afrique. À en croire ses récits de pirates et de femmes fatales, Owen a eu une existence mouvementée. N'en rajoute-t-il pas un peu ? Possible. La seule chose avérée, c'est qu'il paie désormais le prix de ses excès, malade et perclus de rhumatisme. En fait, personne ne le reconnaît vraiment à Shepton Mallet, à part sa sœur Mary, qui le recueille dans le cottage familial. Owen clame qu'il veut redevenir tailleur, mais force est de constater qu'il en est incapable. Sa santé empire au fil des mois, et il ne peut plus se déplacer sans aide extérieure. Lourdement handicapé, Owen passe le plus clair de son temps au lit, dans une chambre à l'étage de la maison. Bien que courageuse, sa sœur Mary ne peut plus s'occuper seule de lui. Elle a 85 ans. Aussi, sa voisine, Susanna Snook, qui n'habite qu'à 50 mètres, vient lui prêter main forte chaque jour. Avec l'arrivée de l'été, Owen apprécie de passer la soirée dans le jardin qui fait face à un paysage de campagne bucolique. La demeure des Parfitt est entourée de fermes et de champs. Chaque après-midi, Susanna aide Mary à transférer Owen dans le jardin. Elle fait juste un aller-retour. Une fois son frère assis sur un fauteuil, Mary en profite pour faire le ménage dans sa chambre. Une fin d'après-midi de juin 1768, les deux femmes installent comme d'habitude Owen sur son fauteuil dans l'herbe. Même si le temps est agréable,
Mary pose un manteau sur les épaules de son frère afin qu'il ne prenne pas froid. Le vieillard aime rester tranquille dans ce coin de verdure. Ça lui arrive d'échanger quelques mots avec les fermiers qui passent sur une route proche, mais à cette saison, les agriculteurs sont occupés à travailler dans les champs. C'est un début de soirée tout à fait normal. Mary est en train de nettoyer la chambre de son frère à l'étage de la maison quand le temps change brutalement dehors. Le ciel est zébré d'éclairs et un orage déferle sur Shepton Mallet. Mary pense aussitôt à Owen. Elle descend précipitamment les escaliers et sort dans le jardin pour le mettre à l'abri, mais elle trouve juste son fauteuil vide. Interloquée, la vieille femme appelle son frère. Le silence pour toute réponse, elle alerte les fermiers aux alentours. Seulement personne n'a vu Owen. Susanna, la voisine, vient constater par elle-même la disparition mystérieuse du vieillard. C'est incompréhensible. Comment Owen a-t-il pu se lever et partir? Sûrement pas par ses propres moyens. À Shepton Mallet, tout le monde se mobilise pour retrouver Owen. D'après le Somerset County Herald, le journal local, on vérifie tous les bois et étangs des environs. Chaque puits est méticuleusement vérifié, comme les fossés. Les recherches s'étendent sur plusieurs kilomètres autour du cottage des Parfit. En vain. On ne reverra plus jamais Owen Parfit. Commentaire. Pour démarrer ce livre consacré aux disparitions mondiales, j'ai retenu une affaire très ancienne au Royaume-Uni. Examinons les différentes explications envisageables. Une vengeance? Le passé trouble d'Owen Parfit l'a-t-il rattrapé? Ayant participé à plusieurs guerres, il avait certainement beaucoup tué, voire commis des atrocités. Surtout qu'étant jeune, il avait déjà la réputation d'être violent. Vu le sentiment d'impunité de certains individus au cours des conflits armés, c'est tout à fait possible. La vengeance étant un plat qui se mange froid, le descendant d'une des victimes d'Owen aurait pris sa revanche des années plus tard. Ce soir de juin 1768, il aurait enlevé le vieillard devant son domicile avec l'aide de complices. Les agriculteurs n'auraient rien vu, accaparés par leur travail. Un crime crapuleux? De retour dans sa ville natale, Owen avait raconté avoir combattu des pirates en Afrique. Et qui dit pirate, dit trésor. Sur la fin de sa vie, Owen ne bénéficiait que d'une pension modeste, mais une rumeur a circulé. L'ancien aventurier aurait ramené en secret un trésor à Shepton Mallet. Que ces ragots soient fondés ou non, des malfrats auraient enlevé l'infirme pour lui faire avouer l'endroit où était caché son magot. Il aurait ensuite été supprimé. Un imposteur? Et si Owen était parti volontairement? Était-il seulement celui qu'il prétendait être? Rappelez-vous qu'à part Mary, personne ne l'avait reconnu à son retour. Très âgée, sa sœur n'avait peut-être plus très bonne mémoire. Si ça se trouve, elle avait même des doutes sur l'identité réelle de son frère. Mais ses retrouvailles tardives l'arrangeaient. Elle était heureuse de ne pas finir ses vieux jours seule. Le vrai Owen Parfit aurait-il fait l'objet d'une usurpation d'identité? À l'instar du célèbre Martin Guerre qui a donné lieu à une retentissante affaire judiciaire dans la France du XVIe siècle? Il est imaginable que le fils rebelle des Parfit ait été tué au cours de sa carrière militaire, à l'autre bout du monde. Sachant que la photographie n'a été inventée qu'en 1839, n'importe qui ayant côtoyé Owen aurait pu se faire passer pour lui auprès de sa famille. Dans ce dossier, les hypothèses sont donc nombreuses. Des mauvaises langues ont même insinué que Mary Parfit se serait débarrassée de son frère encombrant. Avec l'aide de Susanna Snook, sa voisine. Il existe également une autre explication, moins conventionnelle, que nous évoquerons dans la partie 2. Cas numéro 2. Le triangle de Bennington, États-Unis, 1945. Les faits.
Le Vermont est situé dans la région de la Nouvelle-Angleterre, au nord-est des États-Unis, à la frontière avec le Canada, Québec. C'est l'un des États les plus ruraux et les moins peuplés des USA. Il est cerné par le New Hampshire, le Massachusetts et l'État de New York. Petite bourgade d'environ 10 000 habitants, au sud-ouest du Vermont, Bennington jouxte le mont Glastonbury, dont l'altitude atteint 1142 mètres. Couvert de forêts denses, le mont Glastonbury, qui fait partie des Appalaches, est considéré comme l'un des endroits les plus sauvages des USA. Au XIXe siècle, la région de Glastonbury a été relativement